Mais merci d'être venu, si nombreux. Voilà. Donc je vais me présenter très vite fait pour commencer, et puis je vais fixer un petit peu le cadre de ce que je vous propose comme réflexion collective. Tout d'abord, je tiens à préciser une chose, c'est que bon, là, j'ai jeté un petit peu pêle-mêle différents mots-clés sur cette slide, sur cette diapositive, mais c'est pas pour faire peur, c'est pas une conférence qui est profondément pessimiste. C'est une conférence, c'est pas le but. Le but n'est pas de faire peur, mais il y a des choses qui font peur, qui font objectivement peur dans ce monde un peu bizarre dans lequel on vit. Même si ici, effectivement, on est un peu à l'écart de certains des excès de ce monde, malgré tout, on est en connexion avec le reste du monde. Et donc réfléchir un petit peu aujourd'hui sur l'état de ce monde, là c'est vrai que l'optimisme est assez difficile. Mais en tout cas, on peut nourrir un optimisme, et si possible un optimisme informé, sur nos capacités d'action pour ce qui suit. Et donc c'est en tout cas en proposant des réflexions qui vont dans ce sens-là que je viens aujourd'hui, en espérant, même si tout ce que je vais dire n'est pas évidemment appliqué à votre contexte ici spécifiquement, malgré tout que ça vous donne des clés pour vous ensuite vous approprier ces sujets et appliquer à votre niveau et décliner à votre niveau ce que ça implique. Donc dans de très grandes lignes, moi je m'appelle donc Arthur Keller, je suis ingénieur de formation. Aujourd'hui, je suis essentiellement consultant, formateur et conférencier sur des questions qui relèvent soit de l'énergie et du climat, soit de la transition écologique au sens large, soit des risques d'effondrement, enfin de déclin, voire d'effondrement. Et ce sont des termes qu'il faut définir un peu plus précisément. Et puis derrière, les stratégies de résilience qu'on peut mettre en place collectivement, j'insiste sur ce mot-là, pour réussir à maximiser les probabilités qu'on s'en sorte dans de bonnes conditions pour l'avenir et qu'on ne subisse pas certains chocs qui deviennent très plausibles, voire probables. Donc je vais commencer par cet exposé en parlant de limites. Aujourd'hui, les limites, c'est vraiment la ligne de faille pour moi dans le débat politique et public, national mais même à l'international. Il y a vraiment le monde se sépare entre ceux qui comprennent qu'il y a des limites qu'on ne peut pas franchir et éventuellement qui comprennent qu'on est en train de les franchir, et ceux qui refusent l'existence de limites, ou en tout cas l'existence de limites dont l'homme ne saurait pas s'affranchir. Donc les limites, c'est extrêmement important. Il se trouve qu'on est dans un monde limité, et que ce soit au niveau local ou au niveau global, il y a un certain nombre de dynamiques en cours qui font qu'on est allègrement en train de percuter, voire de dépasser certaines limites, et que quelque part, ça va nécessairement se payer d'un prix ou d'un autre. Et donc là, je vais commencer juste, je vais balayer en fait quelques travaux rapidement qui ont été les premiers travaux à faire comprendre qu'il y avait des limites. Les tout premiers travaux connus dans ce domaine-là datent de 1971 et ont été publiés en 1972, et sont ceux de l'équipe Meadows, une équipe du MIT aux États-Unis, qui a travaillé pour le Club de Rome, des gens qui s'intéressent à l'avenir du monde. Ils ont voulu savoir si la croissance économique était possible de manière infinie, et donc des scientifiques américains à l'époque ont mis en place, ont utilisé plutôt un modèle de simulation qui avait été mis en place aux États-Unis, un modèle dans une discipline qui était assez neuve à l'époque, qui s'appelle la dynamique des systèmes, qui relie différents éléments d'un système avec des équations et des rebouclages. Telle partie du système a une influence sur telle autre, il y a des rebouclages, etc. Et on voit ce que ça donne, on fait jouer tout ça, on met des conditions initiales issues donc du passé, tout ce qu'on sait du passé, et on voit ce qui se passe dans l'avenir. Donc il y a différents types de scénarios qui ont été produits par l'équipe Meadows en 1972, dans ce bouquin, dans ce rapport qui est devenu un bouquin qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires en 1972, qui s'appelait Limits to Growth, les limites à la croissance, même si ça n'a pas été traduit comme ça en français. Et au final, ce que ça démontre est la chose suivante, c'est qu'il y a un certain nombre de scénarios possibles, des scénarios qui permettaient d'arriver à rendre l'humanité soutenable sur cette planète, mais qui nécessitaient impérativement un effort absolument gigantesque qu'on pourrait assimiler à un effort de guerre, changer toute l'économie dès le début des années 70. On ne l'a pas fait. Et d'autres scénarios où on ne faisait pas ça, et où, avec différents types d'hypothèses, on regardait ce qui se passait. Et les autres scénarios, malheureusement, amenaient à un effondrement
On peut appeler ça un effondrement, à partir du moment où la population fait ça, et pas ce que nous disent les démographes, que ça continue à monter plus ou moins, et à partir du moment où effectivement il y a un certain nombre de paramètres qui chutent, et donc ça menait à un effondrement dans le courant du XXIe siècle, plutôt dans la deuxième moitié du XXIe siècle, entre 2050 et 2070 pour la plupart des cas. Aujourd'hui, si on regarde ce qui est incroyable avec ce modèle, c'est qu'il a tenu, et il est toujours valable après presque 50 ans. Après presque 50 ans, ce modèle, on suit un des scénarios de manière très proche, qui est le scénario qu'ils ont appelé business as usual, c'est-à-dire on ne fait rien, on continue comme avant, et on suit de très près ce scénario-là, et ce scénario-là prévoyait un effondrement aux alentours de 2050. Et aujourd'hui, des études un peu plus récentes qui ont mis à jour, qui ont déjà amélioré le modèle, parce que c'est un modèle qui commence à remonter, qui ont amélioré le modèle mathématique et informatique, et puis qui ont rentré à l'intérieur de l'ordinateur des données plus récentes, actualisées sur les 40 dernières années, amènent à penser que, d'une part, on va probablement vers un scénario de cette nature-là, mais potentiellement beaucoup plus proche que 2050. On va dire 2030. En fait, aujourd'hui, il y a véritablement deux clans parmi les gens qui pensent que les limites qu'on atteint vont nous emmener vers un effondrement, ceux qui pensent que ça va se produire dans les années avant 2030 et ceux qui pensent que ça va se produire après 2070 pour d'autres raisons. Voilà. En tout cas, on est face à ce type de limites. Alors, je passe encore vraiment très rapidement là-dessus. Des scientifiques, en l'occurrence à Stockholm, ont publié un rapport sur ce qu'ils appellent les frontières planétaires, qui est juste après d'ailleurs, qui est là, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens, où ils ont montré que nous étions en train de franchir un certain nombre de limites sur cette planète. Imaginons, ça c'est tout à fait théorique, en fait il y a 9 limites possibles. Ici on a tout ce qui concerne l'eau, tout ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, c'est en haut à droite, avec le changement climatique qui est ici, l'acidification de l'océan, la dépression de l'ozone stratosphérique ici. Ici, on a la biodiversité, l'érosion de la biodiversité. Ici, on a les cycles biogéochimiques, avec le cycle de l'azote, celui du phosphore. Ici, on a l'eau également. Bref. Et dans chaque domaine, en vert, ici en pointillé, vous avez la limite à ne pas dépasser. Parce qu'au-delà de cette limite, selon un certain nombre de conventions, ce n'est pas absolu, mais c'est quand même bien théorisé. Au-delà de cette limite, on est en train vraiment de provoquer des instabilités critiques dans les systèmes. On a complètement aujourd'hui dépassé cette limite dans la partie biodiversité, dans la partie changement climatique aussi. D'ailleurs, on en parle énormément, mais comme vous pouvez voir, on est moins loin dans la partie climatique que dans la disruption totale qu'on crée sur la biodiversité, sur le vivant, et également le cycle de l'azote, et le phosphore n'est pas loin. Donc voilà, et suite à ça, il y a une autre publication, j'y reviens, qui s'appelle la grande accélération, où les gens ont regardé un certain nombre de paramètres. D'un côté, des paramètres humains, liés au monde humain, comme les télécommunications, l'usage de l'eau, l'usage d'énergie primaire, l'usage des fertilisants. Et encore beaucoup plus, là ce n'est qu'une sélection. Ils ont regardé un petit peu comment ça évolue au fil du temps. On voit bien les exponentiels absolument partout dans notre usage sur les 50 dernières années, souvent même c'est sur les 20 dernières années. Et derrière ce que ça crée sur le monde naturel, et là on voit effectivement que ce soit la déforestation, enfin la perte en tout cas de forêts tropicales, que ce soit les captures de poissons, que ce soit l'usage des sols, etc., la dégradation de la biosphère terrestre. Et on a partout des exponentiels. On est dans ce qu'on appelle aujourd'hui la grande accélération. Et donc les limites, on y est. Il y a un certain nombre de dimensions du monde naturel dans lesquelles on y est. Je vais vous dire maintenant à peu près justement toutes ces dimensions-là. Il y en a 8. Il y a ce que moi j'appelle 8 sphères du monde naturel. C'est faux, 8 sphères du monde, dont 6 sphères naturelles et 2 sphères humaines. Alors, la première sphère, c'est ce qu'on appelle la lithosphère. La lithosphère, c'est la partie superficielle du manteau terrestre. C'est de là qu'on tire la plupart de nos ressources, que ce soit fossiles ou que ce soit les minerais, les métaux. Et on est en train... Je vais passer vite, parce que si je veux aller jusqu'au bout de l'exposé, je pourrais y revenir si des gens veulent plus d'informations, mais je vais quand même passer relativement vite. Aujourd'hui, pour simplifier, la lithosphère atteint déjà certaines limites. C'est dans notre capacité, nous, à extraire les métaux, certains autres minerais et notamment les combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel. On atteint vraiment aujourd'hui des limites où on n'est pas loin d'en atteindre. On a si vous voulez, pour simplifier, la concentration des minerais qu'on va chercher aujourd'hui dans le sol est inférieure, pour beaucoup de métaux, est inférieure
à la concentration qu'il y avait au moment où les mines fermaient il y a 20 ou 30 ans, parce qu'on considérait que c'était plus rentable de les exploiter tellement il y avait peu dans la roche. Aujourd'hui, on ouvre de nouvelles mines où il y a encore moins dans la roche, parce que on n'a pas le choix, on n'a plus le choix, et puis les techniques d'extraction et de traitement de la roche ont évolué, qui nous permettent d'en tirer vraiment quelques grammes par tonne dans certains cas. Par contre, à un prix écologique évidemment très lourd, puisque ça nécessite beaucoup de produits chimiques et aussi beaucoup d'eau. La deuxième sphère, c'est l'hydrosphère. L'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux de la planète. Là, je vais simplifier aussi. Bon, ça va être quoi? Ça va être tous les océans, ça va être toutes les eaux de surface et également les aquifères, les nappes phréatiques. Et d'une manière ou d'une autre, toutes les eaux de la planète aujourd'hui sont dans un état terrible. Que ce soit l'océan qui s'acidifie, l'océan qui augmente, l'océan qui se réchauffe, l'océan avec des zones mortes anoxiques, sans oxygène, où il n'y a plus de vie possible, l'océan qui est pollué par le plastique et par les PCB et par les métaux lourds, que ce soit la surpêche qui vide les océans de leur vie, que ce soit les lacs et rivières qui sont également pollués par tout ce qu'on peut imaginer, que ce soit les aquifères qui sont soit en voie d'assèchement, soit également pollués, les nitrates ou les métaux lourds, soit en voie de salinisation, ce qui fait qu'on ne peut plus les utiliser dans certains endroits du monde pour l'agriculture vivrière. L'hydrosphère est en sale état. La troisième sphère, c'est la cryosphère, c'est l'ensemble des glaces du monde, que ce soit les inland seas, les glaciers, les calottes glaciaires. Bon, allez, là je simplifie, ça fond. Voilà. Quatrième sphère, c'est l'atmosphère. Là, pareil, je vais simplifier très fort parce que vous avez tous entendu parler, je pense, du changement climatique. L'atmosphère est en sale état. Donc, on a tous les cycles de l'eau qui sont complètement changés. Donc, tout ce qui est mousson, tout ce qui est régime des pluies, évidemment, les canicules, les événements climatiques extrêmes, la pollution aussi. Bon, tout ça se cumule, ce qui fait que l'atmosphère n'est pas en bon état. La cinquième partie, c'est la biosphère, c'est l'ensemble du vivant, que ce soit les différents règnes du vivant. Et là, comme je vous ai montré sur le schéma avant, c'est certainement l'endroit où c'est le pire. Il y a une extinction d'un grand nombre d'espèces qui fait qu'aujourd'hui, nous allons tout droit vers ce que certains appellent la 6e grande extinction du vivant. Je dis on y va tout droit, on n'y est pas tout à fait encore, parce que pour qu'il y ait officiellement extinction, il faut qu'il y ait 75% des espèces qui aient disparu, on n'est pas encore là. Mais enfin, on prend tout droit à la direction, sachant que le rythme d'extinction des espèces d'une part, et le rythme d'extinction des animaux, d'autre part, c'est-à-dire même sans que les espèces disparaissent, la taille des populations elles-mêmes, ces rythmes d'extinction sont 100 à 1000 fois supérieurs aux extinctions précédentes, y compris celles qui a vu la fin des dinosaures il y a 65 millions d'années. Donc on prend tout droit la direction d'une grande extinction massive du vivant. Et enfin, la 6e sphère naturelle, c'est la pédosphère, c'est la sphère des sols, c'est tout ce qui concerne les sols, qui est en fait à l'interface entre la lithosphère et la biosphère. Et les sols, qui sont ce complexe argilo-humique, sont en train de s'éroder un peu partout dans le monde, voire des fois très très rapidement. Et dans tous les endroits, dans nos pays à nous, où ça a été cultivé en intensif pendant des décennies, la vie de ces sols-là est en chute libre. Ensuite, là-dessus, sur ces 6 sphères naturelles, il y a un monde humain qui s'est construit. Le monde humain, c'est d'abord l'anthroposphère. L'anthroposphère, c'est l'ensemble des activités humaines. Tout ce qu'on fait dans notre quotidien, c'est l'anthroposphère. Les sociétés dans lesquelles on vit, c'est l'anthroposphère. Et l'anthroposphère, va-t-elle bien? Est-ce que nos sociétés sont bien pour tout le monde? Enfin bref, est-ce qu'on est dans un idéal sociétal? C'est un grand sujet, je pense qu'on pourrait en parler longtemps, Stanislas, mais je ne pense pas que ça aille très bien. La technosphère étant ce qu'on produit, ce que les humains produisent, que ce soit les objets, les pollutions, les bâtiments, tout ce qui est usage des sols, bétonnage des sols, tout ça, c'est la technosphère qui est en train littéralement d'exploser et de bouffer sur tous les règnes du vivant et nous amène à des pénuries de matériaux de construction, par exemple. C'est absolument étonnant, mais on est bientôt à court de sable de construction. Et donc la question est, est-ce que cette partie humaine, anthroposphère, technosphère, qui est ce qu'on voit essentiellement dans nos vies, évidemment, après les gens sont plus ou moins proches de la nature, mais la plupart des hommes aujourd'hui vivent malheureusement, j'ai envie de dire, en zone urbaine, où ils sont très très loin de la nature, ils ne voient pas ça. Ils vivent dans une espèce d'illusion qu'on pourrait maintenir l'anthroposphère, sachant que le reste est en train de se casser la gueule. Toutes les sphères du vivant sont en état d'effondrement constaté ou de pré-effondrement. Voilà. Donc, je passe à
au cœur du problème, enfin un des cœurs, parce qu'il y en a plein, on peut remonter très loin, hein, mais sur les causes du problème. Mais un des cœurs du problème qu'on crée, c'est ce qu'on appelle l'extractivisme, c'est-à-dire ce monde qui est thermo-industriel, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il ne fonctionne que pour le pétrole. Il n'y a pas de pétrole, c'est pas possible tout ça. Et ce monde-là, le pétrole par ailleurs, est ce qui a permis d'aller chercher de plus en plus de ressources dans le sol. Donc on revient à la lithosphère au départ, ce dont je parlais au tout départ. Et donc là, ça va être aussi bien les combustibles fossiles que les métaux dont on a besoin. Donc parlons de ça un petit peu. Le pétrole. Alors le pétrole, d'accord, il faut que je rappuie. Ah oui, non, pardon, excusez-moi, je me confondais les visuels, parce qu'en fait, il y a un décalage entre ce qu'il y a sur l'écran et ce qu'il y a sur mon écran. Le pétrole, il y a un concept qui s'appelle l'EROI, c'est un terme anglais, c'est l'Energy Return on Energy Invested, c'est le taux de retour énergétique en français, ou le retour sur investissement énergétique. C'est-à-dire que combien on retire, si vous voulez, d'énergie à partir de l'énergie qu'on injecte. Bon, il y a 100 ans, on est allé chercher le pétrole le plus simple d'accès. Ça affleurait littéralement au niveau du sol à certains endroits, il suffisait de creuser un petit trou et ça coulait. Et non seulement c'était facile d'accès, mais en plus c'était des pétroles qui étaient remontés à la surface, qui étaient un peu plus vieux, qui étaient très denses énergétiquement. Beaucoup d'énergie à l'intérieur d'un gallon, d'un baril, disons, de pétrole. Et ceux qui ont créé le concept d'EROI, un anglais qui s'appelle Charles Hall, évalue à peu près l'EROI d'il y a 100 ans à une centaine. C'est-à-dire pour un baril d'énergie utilisé, on récupérait 100 barils d'énergie en retour. Et donc, il y a évidemment de grandes fortunes qui se sont faites là-dessus, parce que c'est absolument incroyable comme taux de retour. Sauf qu'aujourd'hui, tout ce qui était facile d'accès, on l'a brûlé, on est allé le récupérer, on l'a brûlé. Et tout ce qui reste aujourd'hui, ce sont des pétroles qui sont soit du brut, mais très difficiles d'accès. Il faut payer énormément cher énergétiquement pour aller le chercher. Et en plus, ce sont des pétroles qui sont moins denses énergétiquement. Et quand on les ressort, il y a moins d'énergie contenue dans le même baril de pétrole qu'autrefois. Et ce qui compte finalement, au final, ce n'est pas combien de barils, c'est combien d'énergie dans ces barils. Donc non seulement ça devient de plus en plus difficile, mais en plus, nous avons des pétroles non conventionnels du coup qui se sont développés, que ce soit les sables bitumineux, une horreur écologique terrible, que ce soit les huiles de roche-mère, ce qu'on appelle les huiles de schiste, qui sont des choses effectivement aussi, qui ont un EROI bien inférieur à ce qu'on faisait il y a quelques décennies, et qui coûtent très cher, et financièrement, et en termes de ressources, de produits chimiques, et de méga machines industrielles pour aller chercher et exploiter tout ça. Donc aujourd'hui, au niveau du pétrole, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une chute de ce taux de retour énergétique, à peu près 100, on évalue il y a un peu plus de 100 ans, et aujourd'hui de l'ordre de 16. Voilà. Certains disent 12, enfin, il n'y a pas un chiffre absolu, parce qu'il y a des débats entre experts sur exactement comment on le calcule, mais voilà, c'est pour donner un ordre d'idée. Après, il y a le charbon. Le charbon, on a un problème de qualité sur le charbon. Quand on parle assez peu, mais aujourd'hui, le charbon qu'on va récupérer est d'une qualité bien inférieure que le charbon qu'on récupérait du tank germinal et compagnie. Et donc, on peut en tirer, d'une part, beaucoup moins d'énergie, et il est beaucoup plus polluant. Donc, voilà. Au niveau du charbon, il y a cette évolution-là aussi. Je passe vite. Les métaux. Au niveau des métaux, il y a, comme j'ai déjà dit, un problème de concentration. Aujourd'hui, les métaux, non seulement sont dans des concentrations qui sont littéralement en chute libre, et c'est donc de plus en plus cher industriellement, financièrement et en termes de matériaux utilisés pour aller chercher ces métaux. Accessoirement, ces métaux sont utilisés pour toute la super transition énergétique dont on nous parle et dont on a besoin aujourd'hui. Donc, toutes les énergies renouvelables. On se demande bien en quoi elles sont renouvelables, parce que les radiations solaires sont renouvelables, la force du vent est renouvelable, mais les convertisseurs technologiques qu'on utilise, que ce soit des éoliennes, des panneaux photovoltaïques ou autres, les convertisseurs technologiques qu'on utilise pour en tirer de l'énergie, de l'électricité, pas n'importe quelle énergie en plus, de l'électricité, ces convertisseurs-là, eux, ils ont une durée de vie finie. Il faut des matériaux qu'il faut aller chercher. Et en fait, même si, une fois que c'est en opération, ça demande relativement peu, ça émet relativement peu de gaz à effet de serre, malgré tout, il a fallu les installer. Et tout ça, il y a tout un processus avant qui fait que ces choses-là ne sont, d'une part, pas propres, et d'autre part, pas si renouvelables que ça, parce qu'elles ont une durée de vie limitée.
L'eau, aujourd'hui, on est dans une situation où on atteint des limites également sur l'eau. Je parle de l'eau potable. Il y a énormément de régions où l'eau potable soit manque déjà, c'est le cas dans certaines zones au Moyen-Orient, par exemple, soit ou en Inde, où ça devient terrible dans certaines régions, soit en chute libre. Voilà. Mais typiquement, il y a d'autres régions en Inde où les nappes phréatiques voient leur niveau baisser d'environ 10% tous les 4 ans. On va pas très loin avec ça. Et ne se renflouent pas comme c'était le cas autrefois, notamment parce que le régime des pluies, justement, a été complètement perturbé. Sable. Aujourd'hui, des ruptures d'approvisionnement en sable un peu partout dans le monde. Singapour doit, pour s'étendre encore un peu sur la mer et construire plus, doit importer son sable d'Australie. D'ailleurs, une chose sur le sable, en France, on a certaines zones côtières qui sont rognées, avec le trait de côte qui recule. Souvent, les gens disent « Ah, ça c'est à cause de l'élévation des océans ». C'est pas vrai, ou en tout cas, ça joue vraiment qu'à la marge, parce que c'est vraiment, à ce stade, encore dans les quelques millimètres. C'est pas vraiment ça qui est le problème. Le problème, c'est qu'il y a des mécanismes de reflux naturel de l'eau qui font que du sable est apporté sur les plages, du sable est ramené au large par le reflux. Et en théorie, globalement, ça enlève du sable plus que ça n'en apporte. Ce qui permet de compenser, ce sont les alluvions qui proviennent des grands fleuves, qui arrivent par les estuaires et qui, eux, se redéposent sur les plages. Et c'est un équilibre comme ça qui s'est trouvé au fil des millénaires. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces alluvions-là, ils ne se redéposent pas sur les plages parce qu'on drague les estuaires et on récupère tout le sable qu'on peut pour justement la construction, parce qu'il n'y en a plus ailleurs, les carrières sont vides, etc. Et donc, parce qu'on enlève ce surplus de sable, les plages diminuent. Et ensuite, il y a le changement climatique qui crée des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents. Et un jour, grosse tempête, et en une nuit, il y a 15-20 mètres de côte qui vont partir. Voilà comment ça se passe. Et enfin, il y a le phosphore. On n'en parle pas très souvent du phosphore. Pourtant, c'est absolument vital. Le phosphore fait partie de l'ADN et de l'ARN, du fonctionnement même de nos cellules. Le phosphore est absolument vital pour faire pousser les plantes, pour que nous, on les bouffe derrière, et pour vivre. Il se trouve qu'aujourd'hui, le phosphore est également en voie de pénurie. C'est-à-dire que le pic du phosphore est annoncé pour dans 20 à 30 ans, et que nos sols, je parle des sols, la partie des sols qui est malheureusement majoritaire chez nous, qui a été cultivée en intensif, ces sols-là sont, comme je le disais tout à l'heure, morts, quasi morts. En tout cas, la microfaune, l'entomofaune des sols, tout ce qui est microbiologie, les bactéries, est en chute libre et n'a plus les ressources suffisantes pour recycler les nutriments et avoir un sol qui est riche en nutriments. Comme il y a en plus un lessivage des sols, ces nutriments partent, que ce soit par lessivage ou que ce soit par nous qui mangeons et qui, au lieu de ramener les nutriments vers la terre, allons aux toilettes, ça part dans l'eau, sauf quand on a les toilettes sèches, mais sinon ça part dans l'eau et ça part à l'océan sous forme ionisée irrécupérable. Au final, il n'y a pas de rebouclage des cycles. Et donc on vide littéralement nos sols des nutriments dont nous avons besoin pour survivre. La seule façon qu'on a de lutter contre ça aujourd'hui, et on fait ça depuis maintenant quelques décennies, c'est qu'on rajoute artificiellement du phosphore sur les sols, avec des engrais NPK. Et pour la partie phosphore, c'est du phosphate qu'on va récupérer dans des carrières essentiellement. Et aujourd'hui, 80% des réserves de phosphate, avec un pic de phosphate, c'est-à-dire un maximum de production qui est prévu pour dans 20 à 30 ans, 80% de ces réserves sont dans le Maroc, dans une zone où, si vous voulez, il y a de l'État islamique dans le coin, et déjà il y a des guerres qui se passent, enfin des guerres, pour l'instant, ce n'est pas des vraies guerres, mais il y a des conflits entre Mauritaniens et Marocains sur qui contrôle ces ressources. Donc, la véritable question est-on en mesure d'affirmer qu'on va être capable d'assurer notre approvisionnement en phosphore dans les décennies qui viennent pour le monde entier, sachant que notre vie en dépend? Je ne suis pas sûr. Tout ça, c'est des problèmes extrêmement graves. Quelques graphes que je passe rapidement. Ça, c'est les découvertes de pétrole. Voilà. Le maximum, c'était en 1947. Ça, c'est les découvertes de gisements pétroliers. En 2016, on a découvert moins de 10% du pétrole qui a été consommé dans le monde. Juste pour vous montrer qu'il y a effectivement quelque part des limites qu'on est en train d'atteindre. Ce n'est pas une question uniquement géologique. Ce n'est pas qu'on a tout puisé. Il en reste plein de pétrole. Au-delà du fait qu'il ne faudrait pas aller le chercher pour des raisons climatiques, la question c'est peut-on aller le chercher? Et donc ça, c'est un système qui est à la fois géologique, mais qui est aussi industrialo-financier. Nos sociétés, pour survivre, ont besoin, non pas juste de pétrole,
elles ont besoin d'un flux continu, ininterrompu, abondant, de pétrole qui soit ni trop bon marché, sinon l'industrie rapidement n'est plus rentable et s'effondre, ni trop cher, sinon les gens ne peuvent pas acheter. Voilà exactement la situation. Est-on capable d'assurer cette fourniture pour les décennies à venir, sachant que là encore, la plupart des ressources pétrolières proviennent de zones qui sont géopolitiquement instables? Permettez-moi d'en douter. Surtout quand en France, nous produisons nous-mêmes moins de 0,5% du pétrole qu'on consomme. Au final, au niveau mondial aujourd'hui, malgré les investissements qui ont été majeurs au début des années 2010 en exploration, aujourd'hui, voilà. Là, on est sur le crude, c'est-à-dire on est sur le pétrole brut. Et sur le pétrole brut, on stagne, on est sur ce qu'on appelle le plateau oscillant. Depuis 2006-2008 environ, le pic pétrolier est officiellement atteint et reconnu par l'Agence internationale de l'énergie et les grands pétroliers. Il y a 10 ans, celui qui parlait de pic pétrolier se faisait rire au nez. Aujourd'hui, ils le reconnaissent tous. Mais il reste quand même les non conventionnels. Ces pétroles dégueulasses, beaucoup plus durs à exploiter, qui demandent énormément d'eau et de produits chimiques. Mais aujourd'hui, la seule et unique raison pour laquelle on arrive encore à maintenir et à augmenter un petit peu la quantité de pétrole qu'on a au monde, c'est uniquement grâce aux roches-mères américaines. C'est uniquement l'industrie américaine qui a réussi à produire ce petit surplus qui fait qu'au niveau mondial, on maintient la production. Aujourd'hui, on verra bien ce qui se passe, mais aujourd'hui, l'industrie des pétroles de schiste américaine est en très mauvaise santé. Ce sont des faillites à la chaîne, et les quelques sociétés, les gros conglomérats qui continuent à exploiter, sont surendettés de milliards et de milliards de dollars et ne tiennent que parce que les banques acceptent qu'on retarde le moment où elles sont censées rembourser leurs emprunts. Bon, c'est pas très durable tout ça. Et comme je disais tout à l'heure, le problème c'est ça. Pour nous, le problème c'est que ça, c'est les endroits où il y a du pétrole, et que, pour ceux qui ne voient pas très bien, la France est en gris. Et une grosse partie de l'Europe c'est en gris, parce qu'il n'y a rien chez nous. Il y a peut-être un peu par certains endroits, de pétrole justement de roche-mère, qui serait selon certains à aller chercher. Mais en tout cas, voilà, on n'est pas vraiment bien placé sur ce terrain-là, et toutes nos vies en dépendent. L'intégralité des activités humaines aujourd'hui, je dis bien l'intégralité, demande des transports. Même si il n'y a pas de transport sur le moment où vous le faites, vous dépendez d'une manière ou d'une autre de quelque chose en amont ou en aval qui demande des transports. Ne serait-ce que si vous faites du vélo, si vous faites du cheval, je ne sais pas, si vous faites même des... Bon bref, ce que vous utilisez à demander du pétrole pour être construit, votre existence même demande de l'énergie indirectement par la bouffe que vous avez consommée. Même si ici vous produisez une grande partie de votre bouffe vous-même, ou localement, malgré tout, vous dépendez encore d'un certain nombre de flux qui, eux, ont demandé du pétrole. Je passe là-dessus, c'était une question financière là-dessus, mais passons. C'est secondaire. Aujourd'hui donc, le système constitué par l'humanité d'un côté et la Terre de l'autre est coincé entre deux flux, un flux d'énergie et un flux de matériaux. Pourquoi ça ne marche plus? Ça ne marche plus. Quelqu'un peut me dépanner? Ça ne veut plus... Je suis coincé à la slide 34. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça y est. Ben voilà, il suffisait que tu viennes. Voilà. Bon, cela dit, ça a marché une fois, mais pas deux. Hein. Voilà. Bon, merci pour ton flux. Donc, le flux énergétique qui a explosé littéralement depuis un siècle par l'exploitation des énergies fossiles. Et puis le flux matériel. Il n'arrête pas de revenir. Là. Le flux matériel qui justement a été permis dont l'explosion a été permise par l'exploitation de ces hydrocarbures. Et donc ces deux flux sont littéralement en explosion, en croissance exponentielle. Et le gros problème auquel on est confronté aujourd'hui,
assez étonnant, là, ce qu'il me fait. Là, je comprends. Excusez-moi, hein, je suis navré, mais... Voilà. Bon, voilà, c'est ça. Le gros problème, c'est que ces deux spirales s'entraînent l'une l'autre. Il faut de plus en plus d'énergie pour aller chercher l'énergie, je vous l'ai déjà dit. Il faut de plus en plus d'énergie pour aller chercher les métaux. Il faut de plus en plus de métaux pour aller chercher l'énergie. Et de plus en plus de métaux pour aller chercher les métaux. Et les deux, côté énergie et côté métaux, sont des exponentielles. Ces exponentielles sont en train de s'entraîner l'une l'autre, ce qui fait une espèce de double exponentielle, enfin une fonction mathématique extrêmement difficile à maintenir dans le temps. C'est déjà un miracle qu'on ait réussi à la maintenir aussi longtemps. Donc là, on arrive vraiment à des limites également sur l'accélération de ces flux. Sur les métaux, voilà à peu près où sont les réserves mondiales estimées de métaux. Je attire votre attention sur le fait qu'il n'y a rien sur la France. Les minerais au sens large, visons beaucoup plus large, encore plus que les métaux. Les minerais, voilà un peu comment ils sont distribués, on s'en fiche du détail, d'ailleurs on ne voit rien. C'est pas la question, il n'y a rien sur la France. Le pétrole aujourd'hui, donc, fournit 35% de l'énergie primaire mondiale. Certains disent, quand bien même il n'y aurait plus de pétrole ou moins de pétrole, on s'arrangera différemment. On va par exemple faire du pétrole avec autre chose, avec des algues par exemple, ou des biocarburants, ou avec du CTL, Carbon to Liquids, c'est du charbon liquéfié. Mais le problème c'est que pour aller chercher tout ça, il faut du pétrole. Donc on ne sait pas faire autrement, on ne sait plus. On pourra réapprendre, parce qu'on a su jusqu'à un certain point, mais ça ne se fera pas comme ça. Et le problème, c'est la phase transitoire. Effondrement. C'est un mot qui fait peur. J'aurais pu mettre déclin ou voire effondrement. Voilà, je représente une association qui s'appelle Adrastia, qui s'intéresse à ces questions-là, et collectivement, citoyennement, qu'est-ce qu'on fait? Et notre point de vue, c'est qu'un déclin est absolument inéluctable. Après, il y a deux visions qui s'opposent. Une vision gradualiste des choses, qui dit ça va être une lente descente énergétique et matérielle pénible, et puis bon, on va s'adapter tant bien que mal. Et d'autres qui disent, il y a un moment où ça décroche. Et ça, c'est un effondrement. Personnellement, je fais partie de la deuxième école, pour la simple et bonne raison qu'à ma connaissance, il n'y a aucun système vivant, aucun système complexe, parce que j'ai étudié des systèmes complexes, qui, au-delà d'une certaine pression dessus, ne finit pas par s'effondrer. C'est exactement le cas en écologie. En écologie, si vous mettez une pression exogène sur un écosystème avec une interaction d'espèces, il y a une espèce qui va disparaître et le système va se réorganiser. Puis une autre espèce et ça va se réorganiser. Puis une autre. Mais il y a un moment où c'est l'espèce de trop, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et ça s'effondre littéralement et il n'y a plus rien. Voilà. Moi, j'ai travaillé pour une ONG qui s'occupait de la protection des requins et il y a des exemples extrêmement clairs sur le fait que de la surpêche des requins, notamment dans la baie de Chesapeake aux États-Unis, a entraîné un effondrement écosystémique total, qui fait que les gens qui vivaient de la pêche à la palourde dans le coin ont mis la clé sous la porte parce qu'il n'y avait plus de palourde, à cause de la disparition des requins. La pyramide des besoins énergétiques, ça c'est créé par Charles Hall, celui qui a inventé le concept, qui a théorisé le concept de taux de retour énergétique, Heroy, dont je parlais tout à l'heure. Il a un petit peu classé la santé comme ça. Déjà, pour l'extraction de l'énergie, il faut de l'énergie. Et si on veut raffiner l'énergie, il faut de l'énergie. Pour les transports et les infrastructures, il faut de l'énergie. Et quand on a déjà toute l'énergie pour faire ça, on n'a rien fait encore. On a juste assuré le socle sur lequel nous, après, on peut avoir des activités. La production alimentaire. Là, on est à un Heroy d'environ 5. Entretien d'une famille. On est à 7 environ. L'éducation. L'éducation, on est vers 9. Système de santé. Pour avoir un système de santé performant, on est aux alentours de 11-12. Les arts, si on veut maintenir un investissement dans l'art où il n'y a pas vraiment de retour sur investissement énergétique là-dessus, on est aux alentours de 15. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'Heroy aujourd'hui sur la société était considéré entre 12 et 16 selon les spécialistes, est en train de baisser. À mesure que ça baisse, qu'est-ce qu'on va être capable de maintenir comme type d'activité? C'est une question qui se pose, il n'y a pas de réponse absolue, mais la question est intéressante. Et puis il peut y avoir, si on dépasse donc certains seuils, il peut y avoir des ruptures. Et quand il y a une rupture, tout se joue sur la dynamique de cette rupture. Donc quand je dis une rupture, ça peut être une rupture de chaîne d'approvisionnement de pétrole, par exemple, ou d'autres choses. En tout cas, d'une ressource qui va être soit stratégique, soit vitale. Si on est capable... Alors, dans certains cas, la rupture, c'est juste un petit glitch, ça se remet tout seul, ça prend quelques jours.
Voilà, un jour à peu près, et ça revient à l'état initial, c'est pas un problème. Dans d'autres cas, on peut avoir des situations effectivement qui sont plus critiques, où ça va prendre quelques jours d'arriver à, en mobilisant les bonnes compétences et les bons services, pour arriver à remettre en route les systèmes ou les services ou les chaînes d'approvisionnement, les chaînes logistiques qui se seraient interrompues. Mais quand ça dépasse quelques semaines, en fait, des fois, il n'y a juste plus de retour en arrière possible. Donc il y a aussi des effets de cliquet qui fait qu'on n'est pas sûr de pouvoir revenir à un état initial. Et là, en cas de blackout, en cas d'une rupture d'électricité, par exemple, puisqu'aujourd'hui on va parler un peu d'électricité juste après, j'ai encore 10 minutes à peu près, 10-15 minutes. Je peux? C'est bon? En cas de rupture d'électricité, certains ont théorisé ce qui se passait, et il y a effectivement une espèce d'avalanche qui se crée, et si on n'arrive pas à intervenir au niveau 1, c'est-à-dire les événements de ce qu'on appelle de premier ordre, si on n'arrive pas à intervenir suffisamment rapidement et efficacement, eh ben, ça part, on ne contrôle pas et ça arrive à des événements de deuxième ordre, où là ça demande beaucoup plus de ressources et d'énergie pour arriver à contrôler le problème, et si on n'y arrive pas, ça part en troisième ordre, et là c'est une glissade. C'est une glissade potentielle. Donc, déjà le premier stade, il est critique. il ne faut pas déconner à quel que soit le stade. Il ne faut pas plaisanter, c'est très grave. Bon, je vous dis juste ça, on ne va pas lire en détail. Si vous voulez, je pourrais faire circuler le slideshow. Mais en cas, par exemple, d'un arrêt du transport par camion, dans les premières 24 heures, il y a un certain nombre de services qui s'arrêtent. Après un jour, il y a déjà des choses graves qui se passent, telles que notre monde est construit. Donc déjà, les carburants commencent à devenir... on est presque en pénurie de carburant au bout de 24 heures. Et les pièces nécessaires ensuite aux usines et aux camions également, en 24 heures, il n'y en a presque plus. Parce que, vous comprenez bien, on ne fait pas de stock dans le monde dans lequel on vit. Parce que les stocks, ça ne rapporte rien. Hein. Donc on a ultra optimisé tout. Mais en optimisant à mort, on a fragilisé. Au bout de 2 à 3 jours, bon, voilà, il n'y a déjà plus de stations-service qui proposent du carburant. C'est fini. Ça commence à être crade un peu partout. Les poubelles et les services de base d'hygiène commencent à tomber. Dans les hôpitaux, très vite, ça devient mal. Au bout d'une semaine, les ressources essentielles, les fournitures essentielles des hôpitaux commencent à manquer. 2 semaines, il n'y a plus d'eau potable. Alors si, la ressource ici, elle marche toujours. Mais dans les grandes villes, il n'y a plus d'eau potable. Voilà. Donc parce que les stations d'épuration ont besoin d'électricité pour fonctionner. Ça, c'est dans le cas de blackout. On n'y est pas, mais ça peut se produire. Il faut bien comprendre aussi que énergie, pétrole et électricité, c'est complètement lié. S'il n'y a plus de pétrole, on a très vite plus d'électricité. S'il n'y a plus d'électricité, on a très vite plus de pétrole. Parce que ne serait-ce que les pompes à essence fonctionnent à l'électricité. Plusieurs types d'effondrements sont possibles. Selon Dimitri Orlov, un russo-américain un peu bizarre, mais passionnant dans ce bouquin-là, il dit qu'il y a plusieurs niveaux d'effondrement possibles. Et il y a plein d'effondrements qu'on connaît déjà, qui sont des effondrements de niveau 1, 2 ou 3. Le premier niveau, c'est le niveau financier. Le niveau financier, c'est quand on a une perte de confiance dans le système bancaire. L'intégralité du système bancaire aujourd'hui tient uniquement sur la confiance qu'on lui accorde. Et la confiance qu'on a dans l'avenir. C'est parce qu'on pense que demain ce sera mieux, et toujours mieux, qu'on investit pour l'avenir, que cet investissement booste la croissance, et qu'on continue dans ce modèle-là. Parce qu'on croit qu'il va y avoir de la croissance pendant encore X années ou décennies. Et quand on perd cette confiance, c'est un effondrement financier. C'est la première étape en général. Et ensuite, il y a un effondrement qui est économique et commercial. Et donc les gens vont s'organiser pour commercer entre eux. Mais si ça part tellement en cacahuète, on perd même la confiance dans le marché ou dans les mécanismes mercantiles en eux-mêmes, on passe à un effondrement politique. Politiquement, ça... Donc typiquement, l'effondrement de l'ex-URSS était un effondrement de catégorie 3. L'effondrement politique, qui est venu lécher les catégories 4 un petit peu, flirter avec la catégorie 4. Quand on perd la confiance dans les institutions, dans le gouvernement, qui va s'occuper de nous, qui va assurer, qui va nous fournir ce dont on a besoin pour survivre, quand on perd cette confiance-là, c'est un effondrement social. À ce moment-là, les structures sociales ou d'interaction ou de solidarité sociale
se délite. Voilà. Et si on en arrive là, si on perd cette confiance dans les structures sociales, on peut aller jusqu'à un effondrement culturel qui est là carrément une perte de confiance dans l'humain, où c'est la guerre de chacun contre tous. Mais les cas d'effondrement de rang 5 sont rarissimes dans l'histoire. Il y en a un ou deux où des populations se sont entretuées, et c'est quand même rarissime. Donc l'idée, c'est, selon moi, à quelle profondeur va-t-on aller? Et comment on peut s'assurer qu'on n'aille pas plus loin? Mais je pars du principe que l'effondrement financier, économique et politique sont assurés et que l'effondrement social est déjà en cours. Alors la résilience, c'est un concept à la mode, mais souvent mécompris. On en entend maintenant parler à toutes les sauces. La plupart des gens qui parlent de résilience, c'est comme les gens qui parlent de développement durable, ils ne savent pas de quoi ils parlent. La résilience, à la base, c'est quoi? C'est la capacité d'un système ou d'une personne, après un choc, après une disruption, à revenir à l'état initial. Bon. Ça, c'est la définition de base. On n'en est pas dans ce cas-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser le mot. Mais on n'est pas dans ce cas-là. On ne reviendra pas à l'état initial. Donc certains disent, on ira vers un autre état. On part d'un état A et on va aller vers un état B. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il existe un état B stable vers lequel on va. C'est-à-dire que ne serait-ce que pour des raisons climatiques, nous allons, pas dans les années qui viennent, mais dans les décennies qui viennent, et peut-être plus probablement vers la deuxième moitié du XXIe siècle, aller vers des effondrements écosystémiques. Parce que la dernière fois que nous avons eu un changement de l'ordre de 5 degrés dans cette planète, c'était à 12 000, entre 14 et 12 000 ans, et on est passé d'une ère glaciaire à une période interglaciaire. Et la différence de 5 degrés, c'est ça. La différence, c'est entre une Europe qui est couverte par 2 ou 3 kilomètres de glace dans la moitié nord, et la moitié sud, c'est de la steppe aride et de la toundra, à ce qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est 5 degrés de différence. Donc 5 degrés de plus, en fait, personne ne sait exactement ce que ça donne. Le problème, c'est que la dernière fois que ça a évolué, ça a mis environ 4000 ans à aller de moins 5 degrés par rapport à aujourd'hui à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on fait la même chose en 200 ans. La flore ne suivra pas. La flore ne peut pas suivre. Les écosystèmes ne peuvent pas suivre. Donc c'est pas juste, comme le disent certains, il fera la température de Bilbao à Stockholm et on s'en fout. Non, c'est pas juste ça. Les écosystèmes ne suivront pas. Il va y avoir des disruptions écosystémiques. Mon avis personnel, c'est qu'avant la fin de ce siècle, l'avenir de l'humanité, c'est le nomadisme. Certains endroits seront plus stables que d'autres. Certains endroits auront su s'organiser et parce qu'ils savent faire, restaurer ou créer des écosystèmes, vont être capables de créer des microclimats locaux qui feront que, dans une certaine mesure, ils seront moins soumis aux grands dérèglements climatiques qui arrivent. Mais pour cette raison-là, se méfier du terme de résilience qui consiste qu'on va revenir à un état stable où tout sera bien et tranquille, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Résilience vis-à-vis de quoi? Si on doit construire la résilience, c'est vis-à-vis de quoi? La plupart des gens qui parlent de résilience, ça va être une résilience vis-à-vis d'événements climatiques. On va être résilient vis-à-vis d'une sécheresse, résilient vis-à-vis d'un grand orage, d'un ouragan. Voilà. Mais là, on parle d'autre chose. Là. On parle, dans ce cadre-là, d'une résilience vis-à-vis d'un effondrement, dont on a parlé avant, de la société. C'est donc quelque chose qui n'est pas restreint à un élément de l'équation, mais qui est transverse, qui est systémique. Le problème est systémique. La résilience ne peut être que systémique. Ça veut dire engager tout le monde, toutes les compétences, dans tous les secteurs, entre guillemets, et que tout le monde s'y mette. Tout le monde. En tout cas, beaucoup de gens à travers tous les secteurs. Et la solution doit donc être systémique. Alors, voilà, bref, je passe là-dessus, c'est indispensable, on en a absolument besoin. Mais c'est insuffisant. Parce que, j'y viendrai après sur l'insuffisance du concept. Devenir résilient, je vais vous dire un peu les clés pour la résilience. Je sais que ça fait bizarre de dire tampon, mais il faut construire des tampons. Ce que les scientifiques appellent des tampons, c'est simplement des stocks et des réserves. C'est-à-dire, au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif,
d'avoir des réserves, que ce soit de nourriture, d'eau, de matériel, de médicaments, de fournitures essentielles, etc., pour être capable, en cas de disruption, de gérer un peu le moment où ça se produit. Il faut avoir une logique d'efficacité et de sobriété. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire plus de choses et essayer de miser sur le qualitatif plutôt que le quantitatif, parce que le faire avec moins de matériel, matériaux, moins d'énergie. Donc ça veut dire de nouveaux usages, comme le covoiturage, partager des choses, etc. Mais c'est aussi le choix de nos activités. Peut-être faire des activités qui demandent moins de... Voilà, peut-être juste aller faire une randonnée dans le coin plutôt que d'aller aux Maldives. Les barrières, construire des barrières. Donc ça, je ne peux pas parler pour vous, je ne sais pas ce que seraient vos barrières à vous. À Fukushima, par exemple, les barrières, c'était des digues. Selon les endroits, selon les risques, selon la configuration, il y a des risques potentiels et il faut s'en prémunir. Parce qu'aujourd'hui, dans le système dans lequel on est, avec un système qui peut intervenir, avec éventuellement des infrastructures qui peuvent être reconstruites, avec des services de secours qui peuvent intervenir, s'il y a un gros problème, on est quelque part encore en France un peu protégé par l'État. Dans 30 ans, je ne suis pas sûr. Donc, être capable de minimiser les risques auxquels on s'expose. La surveillance, ce n'est pas un gros mot, c'est juste pour dire qu'il faut avoir des systèmes qui permettent de surveiller ce qui se passe autour, pour pouvoir anticiper sur ce qui arrive, sur les problèmes, pour pouvoir éventuellement participer, collaborer avec d'autres collectifs, d'autres collectivités sur un territoire. Il faut savoir ce qui se passe, il faut se renseigner. L'information est importante. Redondance. Les services critiques doivent être redondés. Voilà. S'il y en a un qui tombe en panne, il en faut un autre pour prendre le relais. Et enfin, réseau. C'est-à-dire que penser qu'on peut créer une collectivité ou une communauté ou un projet qui soit personnel ou quelques personnes, qui soit résilient, c'est faux. Ce n'est pas possible. Déjà parce qu'il faut un certain nombre de compétences, il y en a beaucoup à savoir, et il faut atteindre une certaine masse critique pour avoir toutes ces compétences. D'autre part, parce que quand bien même vous arriveriez à créer votre résilience locale ou localisée, qu'il y a des risques exogènes, et que pour s'en prémunir, il faut un réseau de complémentarité, où les compétences se complémentent, où ce qu'on produit comme bouffe, comme objet, comme outil, se complémentent, et un réseau de solidarité, où quand il y en a un qui ne va pas bien, il y a des systèmes qui font que les autres peuvent monter au créneau et qu'on se serre les coudes au sein d'un territoire. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas pleinement résilient. Le concept est insuffisant, comme je le disais tout à l'heure vite fait, c'est-à-dire que la résilience qui consiste à revenir à un état soi-disant initial, je vous l'ai dit, moi je pense que ça ne suffit pas, donc il faut rajouter un autre concept qui est le concept de transformabilité ou d'adaptabilité. Il faut que ce que vous allez construire au niveau local ne soit pas figé, il faut que ce soit malléable, que ça puisse facilement et d'une manière agile prendre une autre direction si besoin. Donc avec des systèmes de gouvernance, entre guillemets, des systèmes de décision entre vous qui soient pas trop rigides. Enfin, les ressources, je terminerai là-dessus. Après, je vais éventuellement vu le temps, je vais peut-être terminer là-dessus. Il y a des ressources précieuses pour une résilience, pour fabriquer la résilience. La première, c'est vous. Parce que la résilience, elle est dans les gens. Donc déjà, il faut que chacun travaille un peu sur lui. On est face ici à des problématiques qui sont des problématiques qui peuvent vous prendre à la gorge, qui sont assez anxiogènes, j'en ai bien conscience. Mais l'opportunité est énorme aussi. Pour moi, le vrai pessimisme, il consiste à considérer que ce monde complètement taré dans lequel on vit va pouvoir durer. Déjà, il ne peut pas, pour toutes les raisons absolues, je dirais scientifiques, géologiques parfois, dont je vous ai parlé, il n'y a pas pouvoir durer très longtemps. C'est ce mythe de la croissance, ce mythe du découplage. On pourrait avoir plus de croissance tout en utilisant moins de ressources. C'est faux, ça n'a jamais été le cas, et ça ne se produira jamais. Tous ces mythes-là ne tiendront pas le coup, ne tiendront pas le choc du réel dans les années ou les décennies qui viennent. Donc ce système ne pourra pas continuer. Mais quand bien même il le pourrait, le faudrait-il? C'est un système qui est prédateur, c'est un système qui est oppressif par plein de choses, et vous voyez bien qu'aujourd'hui il y a des régressions terribles sur le plan humain et social un peu partout dans le monde, et j'ai envie de dire que donc le pessimisme serait de penser qu'on peut continuer comme ça.
L'optimisme consiste à dire, bon, puisqu'on n'a pas le choix, saisissons-nous de l'opportunité de construire, littéralement, un nouveau monde, construire une nouvelle civilisation. Je dis bien civilisation. Donc, en fait, des nouvelles civilisations. Parce que des choses plus territorialisées, donc tout un foisonnement. Et j'ai bien conscience que c'est compliqué, que c'est complexe. Mais il faut commencer. Il faut se lâcher par du petit. Il faut faire de la permaculture. Je ne vais pas être très innovant dans les ressources. Il faut faire de la permaculture et ou des monnaies locales et ou faire de la construction écologique localisée et ou des circuits courts avec une économie locale qui fonctionne localement, qui est du coup indépendante des flux financiers et du marché extérieur, qui si lui se casse la gueule, il y a toujours des producteurs locaux et il y a toujours des gens pour consommer et des réseaux où les gens se connaissent, des réseaux de confiance. La confiance est absolument excessive, absolument indispensable, et c'est pour ça que j'ai dit que le premier élément pour la résilience, c'est vous, parce que le pouvoir de visualiser, s'il va falloir passer par ça, il va falloir visualiser ensemble. Ça passe par du récit, il va falloir que vous vous racontiez des histoires, que vous rêviez un peu. Ce pouvoir de visualiser l'avenir d'une collectivité, il passe par les gens. C'est les individus qui la composent qui ont ce pouvoir. Et ensuite, il y a la pensée système. Ça, c'est vraiment une compétence à acquérir. Il faut arrêter, littéralement, d'opposer les choses. Il faut faire fonctionner les choses ensemble. Quand quelqu'un dit « Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça », quand l'autre dit « Ben non, c'est ça, machin », en général, la solution, c'est les deux. Sous une certaine forme, sous certaines modalités d'organisation. C'est rare que tout le monde ait tort d'un côté, tout le monde ait raison de l'autre. Et il faut savoir aussi s'ouvrir et être un peu tolérant vis-à-vis des idées des autres. En fait, il faut que ça foisonne. Laissez les gens s'organiser. S'il y a des élus parmi vous, ou si vous pouvez parler à des élus, le rôle des élus aujourd'hui, il est de sortir du déni et de laisser les gens s'organiser en étant un facilitateur des projets, des initiatives locales. Et les gens s'organiseront. Juste dire, il y a quelqu'un qui veut faire un projet là, de fabrication coopérative d'énergie, allez hop, validé. C'est ça. Quelqu'un qui veut faire un truc en permaculture, ou en agroécologie, en agroforesterie, validé. Quelqu'un qui veut faire une monnaie locale, validé. Et puis ça marchera pas. Mais les gens vont faire. Il faut laisser les gens faire. Adaptabilité, j'en ai déjà parlé, pour être résilient, il faut savoir s'adapter au changement, et ça c'est un travail collectif à faire. En continu. Mais par contre, certains changements qui arrivent sont tels que simplement s'y adapter ne suffira pas. Il risque d'y avoir des vraies ruptures par moment. Et donc, il faut être capable de se transformer, comme je le disais tout à l'heure. C'est transformer structurellement, organisationnellement, culturellement. La soutenabilité, pour que les changements soient soutenables, ou soient durables si vous voulez, ils doivent se faire en interaction avec d'autres acteurs. Il faut qu'il y ait, une fois de plus, un réseau, mais pas simplement un réseau entre humains. Il faut que tout ça se passe en équilibre avec les écosystèmes et les autres espèces qu'il faut prendre en compte. Il faut sortir un peu de l'anthropocentrisme, j'ai envie de dire, au bout d'un moment aussi. Et enfin, courage et bienveillance, parce que en tant que collectivité, il va falloir du courage, il va falloir aussi de l'audace, il va falloir de la lucidité pour se préparer aux défis qui se présentent, mais aussi de la bienveillance, parce que sinon, il risque d'y avoir des replis, il risque d'y avoir des tensions, des querelles de chapelle, et ça c'est vraiment ce qu'il faut essayer d'éviter. Et ça, il y a un travail à faire je pense, sur l'empathie et la compassion. Après, chacun le fait comme il peut et comme il veut, mais l'idée est qu'il faut un peu élargir son cercle de compassion. Il y en a certains, le cercle de compassion, c'est moi et moi seul, dans un cas extrême. Il y en a d'autres, c'est moi et ma petite famille ou mes potes, ma famille élargie. Il y en a d'autres, c'est mon village. Il y en a d'autres, c'est ma région ou mon pays. Il y en a d'autres, c'est mon espèce. Et pourquoi pas la vie, pourquoi pas le vivant? Pourquoi pas changer Il y en a d'autres, ça va être ma race, ou mon sexe, ou ma communauté religieuse. Voilà. Le cercle de compassion, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Plus on l'élargit, plus on est résilient. Allez, le focus sur l'énergie, je le ferai peut-être à l'oral, en fonction de vos questions. Je vais peut-être arrêter là, non? Vous me dites, je suis à votre disposition. Est-ce qu'il y a des questions? Des gens qui veulent intervenir? Est-ce que, je continue? Ça frustre personne si je continue? C'est l'heure de la pause, donc après, la séance suivante, c'est quoi? C'est à quelle heure? De quoi, 16h 16h. C'est pour la pause. Alors, tu tranches? Oui, je continue. C'est plus très long.
La transition énergétique, elle n'existe pas. C'est un concept qui est pas mal sur le papier, qui n'a aucune existence physique, ou presque aucune existence physique, c'est-à-dire qu'à ce stade, on ne remplace pas des choses qui polluent par des choses qui ne polluent pas, on rajoute des capacités de production additionnelles, on rajoute des capacités donc d'énergie, donc derrière PIB, croissance, machin, production de biens et de services, et on continue à entretenir un modèle, un système qui est globalement destructif. Voilà. Et en plus, ce qu'on met pour remplacer, eh bien, certes, est un peu moins sale, mais n'est pas propre, n'est pas durable. D'ailleurs, je vais le dire, je suis en train de mordre sur la suite. C'est pas renouvelable. C'est-à-dire que les éoliennes ne sont pas renouvelables. On peut les entretenir, on peut les maintenir, on peut les réparer, on peut les changer, mais elles ne sont pas dans 300 ans, elles ne seront plus là, nos éoliennes. Elles ne sont pas renouvelables, donc pas durables, parce que tout ça a des durées de vie limitées, et donc pas résilientes, ou en tout cas pas pleinement résilientes, et puis est sale, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, pour aller récupérer tous les matériaux dont on a besoin, alors qu'on atteint, je vous l'ai déjà dit, des limites lithosphériques, en étant capable de tirer de la croûte terrestre, aujourd'hui, pour aller chercher ça, c'est de pire en pire au niveau écologique. C'est des tonnes et des tonnes de produits chimiques absolument innommables qui détruisent des écosystèmes, qui détruisent des hommes et des lieux de vie dans le monde, qui créent vraiment des atteintes aux droits de l'homme un peu partout dans le monde aujourd'hui qui sont gravissimes, et qui, en plus, prennent de l'eau, beaucoup d'eau, à l'époque où on est en raréfaction sur la ressource eau, et ça c'est encore un grave problème qui est à venir. Donc ça, c'est joli, hein? C'est joli. Voilà, on ne va rien dire de plus que c'est joli. Voilà. Parce qu'en réalité, je parle de la photo, je ne parle pas d'une éolienne généralement, je parle d'une photo. La photo est jolie, mais les éoliennes industrielles ont certainement une place dans le mix. Tout à l'heure, on parlait des éoliennes offshore. Ma foi, pourquoi pas? Le problème qui est derrière les éoliennes, il est double. Un, c'est mieux, mais c'est pas bien, et c'est pas durable, c'est pas plus durable, c'est même moins durable que le charbon et le pétrole, sauf évidemment pour la dimension climatique. Mais industriellement, c'est moins durable. Et surtout, c'est un système qui est derrière. C'est-à-dire qu'à la rigueur, pourquoi pas avoir des éoliennes, des grandes éoliennes, si c'était géré collectivement, quoi, ou coopérativement. À partir du moment où derrière, c'est ce système-là qui fait de la spéculation ultra capitalistique sur ce genre d'installation, eh ben, on entretient le même système qui est globalement destructif. Voilà. Donc, et en plus ça. C'est-à-dire qu'en plus, voilà ce qu'on installe. Et voilà la réalité de la production en dessous. Évidemment, l'éolien n'est pas une source d'énergie primaire. L'éolien, c'est extrêmement variable. Donc, si on avait un système qui était purement éolien, on se retrouve avec, et c'est aussi le cas différemment, mais un petit peu le cas aussi pour le solaire, si on avait un système comme ça, c'est un système où on n'a plus de pilotabilité. La pilotabilité, c'est d'avoir d'avoir l'énergie quand on veut. On appuie sur le bouton, il y a de l'énergie, qu'il soit 1h de l'après-midi, 3h du matin, on a de l'énergie. Si on avait de l'énergie que quand le vent souffle, ce serait juste pas la même civilisation. Il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est pas un petit changement à la marge, ce n'est plus la même civilisation. Donc la pilotabilité du mix énergétique et de l'appareil industriel de production énergétique est une clé extrêmement importante. Donc si on veut, avec de l'éolien, fournir, sans créer des déséquilibres électriques à l'intérieur du réseau, si on voulait un système comme ça sur la base de l'éolien, il faut d'une part multiplier énormément la capacité de production bien supérieure à ce dont on a besoin comme énergie, parce qu'il faut prévoir très large. Et il se trouve qu'il y a aussi des limites dans le nombre d'éoliennes qu'on peut implanter sur un territoire. Je ne parle pas de surface, je parle du vent qui souffle. Et le vent ne souffle pas partout. Et par ailleurs, évidemment, un système éolien, ce n'est pas juste des éoliennes. C'est pour pouvoir lisser justement et conserver cette pilotabilité si chère à nos yeux, c'est d'énormes dispositifs de stockage de l'énergie qui permettent, quand il y en a trop, de les stocker, puis quand il n'y en a pas assez, de compléter. Sauf que ces dispositifs-là, eh ben, ce sont, là encore, des métaux rares, des terres rares plutôt, qui ne sont pas toutes si rares que ça, mais en tout cas, ce sont des choses qui, soit sont en disponibilité très contrainte dans les décennies qui viennent, même dans les 10 ans qui viennent pour certaines, qui sont critiques, soit
complètement dégueulasse sur le plan environnemental et humain aux endroits où c'est extrait, soit les deux. Après, il y a ça. Après, il y a l'éolienne autoconstruite, Pigotte. C'est pas mal. C'est à ses limites, mais c'est pas mal. Moi, j'en ai construit deux. J'en ai construit une qui fait 3,20 m de diamètre, qui crache du 2 kW. Puissance nominale, pas crache du 2 kW. Moi, j'aime bien ça. Après, chacun voit. Si vous voulez faire des formations, il y a TIEOL ou Tripalium, des gens qui font des formations comme ça, où on fait tout. C'est-à-dire que quand on fait cette éolienne, on fait tout. On fait soi-même les bobinages du rotor et du stator. On n'achète pas des trucs tout faits. Soi-même le bobinage. On va faire soi-même les pales. On travaille le bois pour faire les pales nous-mêmes. On soude soi-même le métal avec du métal de récupération. On fait le plus low-tech, basse technologie possible. On fait le. Voilà. Et bien, après, évidemment, il faut des super aimants avec du néodyme dedans, et ceux-là, on les achète. Voilà. Donc si vous voulez pouvoir durablement faire des éoliennes autoconstruites, faites d'abord un gros stock d'aimants au néodyme, tant que c'est possible. On est d'accord que ça aussi, ça limite. Voilà. Et le fil de cuivre, on ne le fait pas nous-mêmes non plus. Hein. On le bobine certes, mais on l'a acheté. Mais bon, c'est aussi loin qu'on puisse aller aujourd'hui dans l'autoconstruction. Ça, c'est du solaire thermique. Solaire thermique, franchement, ça marche extrêmement bien. Et on ne peut pas faire plus low-tech. Vous pouvez même le construire vous-même. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter des panneaux comme ça. Ça vous chauffe votre maison. Ça vous fait toute votre eau chaude toute l'année. Et là, pour le coup, c'est pas polluant. Ça, ou très peu. Et après, quand c'est usé, qu'est-ce qu'on en fait? Tout s'use. Et oui, alors Et qu'est-ce qu'on en fait? ouais, enfin, il n'y a aucun cycle complètement fermé ou fermable. Donc après, il faut maintenir et il faut reconstruire, refaire, avec les matériaux à disposition au fil du temps. Là, il y a la meilleure chose qu'on puisse faire aujourd'hui pour gaspiller moins d'énergie, c'est isoler nos bâtiments. Mais ça coûte un peu d'argent, mais si après on s'organise justement collectivement au niveau local, il y a moyen de faire des coffrages en paille, hyper low-tech, hyper efficaces, pour n'importe quel type de maison. Un truc dont j'aimerais parler, c'est les biométhaniseurs. Bon, c'est les méthaniseurs. Alors, il peut y avoir des biométhaniseurs industriels, qui sont là encore des grosses machines, mais on peut faire aujourd'hui, à la manière de ce que je vous montre là, même si c'est un truc par ordinateur, ça, hein, c'est pas cette image-là. Mais on peut fabriquer des méthaniseurs relativement simples. Et ça donne quoi, les méthaniseurs? Oh là, ouais, c'est bon, on voit bien? Bon, ok. L'idée est la suivante, vous récupérez les matières organiques que vous ne mangez pas. Il ne s'agit pas de faire des biocarburants de génération 1 qui viennent concurrencer la bouffe. Il s'agit de faire de la génération 2, c'est-à-dire où on utilise les parties de la plante qui ne sont pas consommées, la tige, les feuilles, etc. Avec cette matière organique, on la place dans un biodigesteur. Et ce qui se passe, c'est qu'en sortie de ce biodigesteur, on a un digestat qui est plein de superbactéries, qu'on appelle les archéméthanogènes. Et ces superbactéries, c'est à peu près ce qu'on trouve de mieux pour ensemencer et pour fertiliser le sol. C'est à peu près la même chose que ce qui sort du rumen de la vache. C'est très très bon. Donc déjà, aussi moins besoin d'animaux d'élevage en réalité, parce que ça, on peut l'utiliser comme compost en engrais, c'est excellent pour redonner vie au sol. Et à côté de ça, on peut fabriquer des carburants qui nous rendent plus résilients au niveau local, et notamment qui permettent peut-être de continuer à faire fonctionner le plus longtemps possible les quelques machines agricoles dont on aurait bien besoin si on pouvait les maintenir un peu dans le temps, ça serait quand même très utile. Donc, moi, je suis un fervent défenseur du développement de la biométhanisation au niveau local, mais sur des installations qui sont gérées collectivement, parce que ça résout plusieurs problèmes à la fois. Une fois de plus, là on parle d'éoliennes, ici il y a un problème, en tout cas il y a un sujet sur les éoliennes. Les éoliennes, on parle d'électricité. Là, je ne parle pas d'électricité, je vous parle d'énergie. Si on regarde dans le mix énergétique, l'électricité, c'est 20% du problème. Quand on nous parle de la transition énergétique, déjà, ça ne porte que sur ces 20%-là, et on pourrait plutôt appeler ça la transition électrique, presque.
Mais regardez, si vous ne connaissez pas, les excellents travaux, même s'ils ont leurs limites aussi, hein. Ils ont leurs limites aussi, mais il n'y a pas mieux aujourd'hui, de Négawatt, de l'association Négawatt. Ils sont intéressants parce qu'ils sont couplés aux travaux de AFTER 2050. Négawatt, c'est un programme de transition énergétique. AFTER 2050, c'est un programme de transition agroalimentaire, dirons-nous, sur la production alimentaire. Et les deux vont ensemble. Je vous attire votre attention sur le fait que là encore, dans la vision systémique, essayer de résoudre dans un silo donné le problème de l'énergie, et puis éventuellement dans un autre silo le problème de l'alimentation, c'est une erreur. Ça doit se gérer avec une vision système en même temps. Il faut donc revoir les usages entre vous, comment vous dialoguez entre vous, comment vous faites des projets entre vous, comment vous visualisez l'avenir entre vous. Et il faut revoir les besoins. Quand je dis revoir les besoins, ça veut dire à la baisse. Même vous. Parce que effectivement, si je parlais à des gens qui travaillent à la défense dans des salles de trading, ils sont encore beaucoup plus concernés que vous. Donc eux encore plus que vous largement. Mais même vous. Et moi. Surtout moi. Et tout à l'heure, et je termine là-dessus, tout à l'heure, je vous ai parlé de ces 8 sphères. En fait, il y en a une 9e. Une sphère le mot a été inventé par Pierre Teilhard de Chardin. La noosphère. C'est la sphère de la pensée humaine, c'est la sphère des idées. Je mets ça parce que c'est là que se joue l'avenir. L'avenir se joue dans notre imaginaire, dans nos imaginaires de l'avenir, et dans comment on se raconte l'avenir les uns aux autres. Certains pensent que cette, entre guillemets, communication, c'est du travail de communicant, c'est secondaire. Non. C'est la clé. La clé est là. Comment vous allez ensemble construire une vision de l'avenir, ou des visions de l'avenir. Vous n'êtes pas obligé de tous converger, mais en tout cas, que ce soit, à défaut d'être cohérent, que ce soit compatible. Comment vous créez des visions de l'avenir? Pour ça, ça passe par du récit, notamment, du storytelling. Comment vous racontez les choses? Est-ce que vous voulez changer le système, de l'intérieur ou de l'extérieur? Est-ce que vous voulez construire quelque chose d'autre? From scratch, enfin, à partir de ce que vous avez déjà. Moi, je suis partisan de construire un système en parallèle, qui sort de ce paradigme de croissance. Quitte à rester, parce qu'il faut bien bouffer au début, rester avec un pied dans le système qui existe, pour en tirer des revenus, et puis hop, ensuite dans l'autre système, par bascule, construire une alternative. Parce que ce que je pense, c'est que la plupart des gens qui sont dans le système actuel n'en sortiront pas. N'en sortiront pas jusqu'à ce qu'il n'ait plus le choix d'en sortir. Et il y a un risque, c'est pas sûr, il y a un risque que ça se passe rapidement. Il y a un risque qu'un jour, comme je disais avant, il y a un décrochage, un dévissage, que ce soit rapide. Si jamais ce scénario-là se produisait, c'est le chaos. C'est-à-dire que les gens qui se retrouvent complètement dépourvus et désemparés parce que leur système vient de s'effondrer, ils sont incapables de faire pousser une carotte, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils viennent vous voir. Donc, déjà, qu'ils aient moins peur aussi, peut-être même la vente, déjà qu'ils soient un peu moins angoissés, sont des gens qui ont réussi à construire quelque chose qui les rassure. Je vais répéter, c'est intéressant, c'est une des dimensions de la chose. Le fait de construire quelque chose de nouveau, c'est pas que pour vous. Ça, je voudrais que ce soit clair. Si vous le faites, ne le faites pas que pour vous. Ne le faites pas en mode autonomie, autarcie et, entre guillemets, égoïste. Étendez votre champ de compassion. Incluez dedans d'autres personnes qui viennent d'ailleurs plus tard, potentiellement. Pour différentes raisons, ce que la dame vient de dire, c'est que déjà, le fait que ça existe, le fait que ça se sache, le fait que ça montre par le fait que ça fonctionne et que c'est exemplaire si possible, même s'il y a des ratés, même si ce n'est pas parfait, et que c'est humain, que c'est profondément humain, que les gens y trouvent du sens, ça donne des imaginaires, ça stimule et ça permet que les gens autour aient moins peur. Et la plupart des gens, ce genre d'alternative et ce genre de transition, la plupart des gens qui vivent en ville, si vous voulez, ça leur passe là encore aujourd'hui. Et moi, je prends le pari qu'il faut quand même communiquer dessus, faire savoir que ça existe, le faire, montrer des choses, y aller, il ne faut plus attendre, ça ne viendra pas d'en haut. Il faut y aller. Et que, voilà, ils vont entendre, ils vont voir des trucs, peut-être qu'au début ça les fera rigoler, qu'ils vont être un peu moqueurs, mais à mesure que leur situation va se tendre, et à mesure que ça deviendra moins drôle pour eux au quotidien, et bien votre alternative à vous, elle deviendra par différentiel de plus en plus désirable.
Et par osmose, d'un système vers l'autre, les gens vont passer et vont rejoindre cette nouvelle civilisation dont vous avez aujourd'hui la chance, quelque part, un peu ironique, mais enfin la chance de poser les bases. Notre-Dame-des-Landes, mais c'est un excellent exemple. Mais on n'est pas au... À Notre-Dame-des-Landes, c'est un cas particulier. Mais on n'est pas obligé d'être en résistance systématiquement non plus. Voilà. On n'est pas obligé d'être en affrontement non plus. Voilà. Moi, je veux dire, il y a différentes modalités. Ça dépend des endroits. Mais Notre-Dame-des-Landes est un excellent exemple. Voilà. En tout cas, cette croissance, je vous le dis juste en 2 phrases. La croissance, c'est fini. C'est-à-dire qu'au-delà de la question est-ce qu'il faut décroître ou pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, idéologiquement, même au-delà de tout ça, la croissance est en tendance baissière aujourd'hui depuis 40 ans. Elle va vers zéro, elle passera en dessous de zéro, on passera en décroissance, qu'on le veuille ou pas. La question c'est, est-ce qu'on le prépare et on est capable de le gérer un minimum, ou est-ce qu'on se laisse submerger par cette problématique, et ensuite c'est le chaos et la panique le plus total, et ça se fait dans le bordel. Donc, mais la croissance n'est plus possible. Et elle n'est même pas souhaitable, donc, parce que de toute façon, ça fait bien longtemps que nous, dans nos pays à nous, on n'a pas de supplément de bien-être avec un supplément de croissance. C'est même le contraire, au-delà de 15 000 euros à peu près de PIB par habitant, ce qui fait la différence, en dessous de 15 000 euros de PIB par habitant, effectivement, on voit qu'il y a une amélioration du bien-être collectif. Et au-dessus, ce qui change, c'est les inégalités, ce qu'on appelle le paramètre de Gini, l'indice de Gini. Au-delà de 15 000, c'est plutôt ça qui compte. Aujourd'hui, on voit bien qu'en termes d'inégalité, on est bien... Il faut sortir du récit techniciste dominant, qui est complètement obsolète. J'ai mis obsolescent, je voulais dire obsolète, mais c'est pas grave. Le récit techniciste, c'est quoi? C'est un récit de compétitivité, de croissance, donc. Un récit qui dit que travailler, c'est une valeur. Le travail comme valeur. Quelqu'un qui ne travaille pas, c'est une sous-merde. C'est le même récit. C'est un récit qui dit que tout progrès technique est un progrès humain nécessairement. C'est un récit qui dit que la démesure, c'est bien. Et que transcender les limites, c'est noble. Bon. Donc, sous ce récit-là, il faut lui proposer un contre-récit. C'est à vous de le faire. S'il y a des communicants parmi vous, des artistes parmi vous peut-être, faites-le. Mais après, au sens vraiment concret du quotidien, juste faites-le. C'est mieux que de parler, c'est de le faire. Parce qu'en réalité, on en parlait hier, quand tu veux stimuler un changement chez les gens, tu peux, chez certaines personnes ça fonctionne, les faire changer d'avis concrètement par le raisonnement et par l'argumentation. Et après, ces gens, parce qu'ils ont changé d'avis, ils vont changer leur manière de faire, mais c'est vraiment une minorité qui fait ça. Les gens changent d'abord leur manière de faire, d'une manière ou d'une autre, et ensuite ils mettent en conformité leur manière de voir le monde. La sociologie, hélas, parce que c'est un peu bizarre, mais la psychologie sociale, plus que la sociologie, nous démontre que l'homme n'est pas un être rationnel, qui a une vision du monde et qui ensuite fait selon cette vision du monde, mais un être rationalisant, qui fait des choses et qui, pour que ce soit rationnel, va changer sa perception du monde. C'est triste, mais c'est comme ça. Le solutionnisme, il faut sortir de ça. Il faut que vous essayiez de sortir d'une logique, qui est celle qui nous est inculquée à l'école dès le départ, qui consiste à dire, il y a des problèmes, on va trouver des solutions. C'est quoi un problème? La question se pose. Aujourd'hui, les problèmes dont nous parlent nos élites, nos dirigeants, les problèmes qu'on essaye de résoudre en tant que société, ne sont ne sont presque jamais des problèmes, mais des symptômes d'un problème plus fondamental, plus sous-jacent, structurel, auquel on ne s'attaque jamais. Typiquement, le dérèglement climatique, perçu comme un problème, sans prise en compte de l'aspect systémique des choses, c'est quoi? C'est ça part en cacahuète parce qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre, donc on va remplacer ce qui est très émissif par des choses moins émissives, et puis on pourra continuer comme avant en changeant nos modes de vie à la marge. Ça, c'est ce qui se passe quand on traite le problème du changement climatique comme un problème en tant que tel, et quand on le fait en plus avec cet esprit techniciste de tout est possible, si le génie humain veut bien s'y coller, rien ne résiste à l'homme et à sa technologie. Mais la réalité, c'est que le changement climatique et la biodiversité, c'est pareil, ce sont des symptômes, ce sont des conséquences d'un problème qui, si on ne l'attaque pas,
La seule chose qu'on peut espérer de faire, c'est déplacer la pression ailleurs dans le système. Si vous avez mal au crâne, si vous traitez ça comme un problème, il y a une solution. Ça s'appelle le paracétamol. Voilà. Mais et si ce n'était qu'une conséquence du fait que vous avez un cerveau de la tête? Un cerveau de la tête, oh là. Ouais, merci. Que vous avez un cancer de la tête, un cancer du cerveau. Alors vous pouvez bouffer autant de paracétamol que vous voudrez. Dans le meilleur des cas, effectivement, la migraine va cesser. Mais la pression, ou des nanos, alors du paracétamol, je m'en fous. Mais voilà, donc, quels sont les problèmes? C'est la première question. Et aujourd'hui, l'homme, il a une liste de problèmes déjà qui est fausse, qui part de mauvais postulats. Et derrière, il est très fort pour le comment. Il sait comment faire pour résoudre les problèmes. Pas tous, malheureusement. Il croit qu'il est capable, il se la raconte beaucoup. Mais en tout cas, il est quand même très fort pour trouver des solutions. Et aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Pas comment. Il faut poser les bonnes questions. Faites-le également à votre niveau. La question principale, c'est pourquoi. C'est pas comment. C'est d'abord pourquoi. Une fois qu'on a une réponse à ça, alors pourquoi? Il y a deux pourquoi. Et le pourquoi en un seul mot, qui est la cause. Pourquoi on en est là? Déjà, c'est bien de s'inscrire dans une continuité, de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Il faut essayer de qualifier, de caractériser un petit peu ce qui a amené là, pour ne pas réitérer les mêmes erreurs. Et puis il y a le pourquoi, en deux mots. Dans quel but? Trouvez ces réponses-là, collectivement. Sinon, vous allez faire n'importe quoi. Et donc, revenez toujours à pourquoi. C'est quoi le but, fondamentalement? Ça doit tenir en une phrase. Si c'est une liste, parce qu'il y a plein de gens qui ont des avis différents, et qu'on essaye de faire plaisir à tout le monde, et qu'on fait, alors on voudrait faire ça pour ceci, pour cela, pour machin, pour bidule et tout, ça, c'est pas une réponse. Pourquoi? Ça doit tenir en une phrase. Trouvez-la. C'est pas à moi de le faire, malheureusement, je ne peux pas vous aider pour ça. Bottom-up, ça part du bas. Ça ne viendra pas d'en haut. Je vous donne deux exemples pour vous démontrer que ça ne peut pas venir du haut. Ne peut pas. La première raison, elle va être dans la CCNUCC, la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est le document cadre de référence au niveau international pour lutter contre le dérèglement climatique. C'est censé être ce qu'on a de mieux pour sauver le monde, pour empêcher l'horreur climatique de déferler sur nous. Il n'y a pas beaucoup mieux aujourd'hui, il n'y a pas mieux en fait que ça qui nous est proposé par le système. Article 3, alinéa 5. Je ne l'ai pas là. Article 3, alinéa 5, allez le lire. Il est écrit dans cet article que, a priori, c'est-à-dire avant même de faire quoi que ce soit, il faut à tout prix répondre à l'impératif de croissance et ne pas gêner le commerce international. C'est pas des blagues, allez voir. Sur le site officiel de l'ONU, vous verrez. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'ils n'ont pas compris, honnêtement, ils n'ont pas compris que c'était impossible. Ils pensent qu'on peut résoudre les problèmes tout en maintenant la croissance. Les gens qui sont dans ce dogme-là, ils pensent que... Et c'est très entretenu au niveau de toutes les élites, toutes les écoles qui produisent les élites. C'est encore ça qu'on leur met dans le crâne. Bon, c'est faux, c'est impérativement faux, et au final, ça revient à quoi? Ça revient à dire, il faut résoudre le problème sans gêner le système qui le crée. Voilà. Donc ça doit venir du bas. La deuxième chose également, c'est l'OMC, Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce ne fait pas partie de l'ONU. Donc le droit en commerce international, celui que la CCNUCC dit qu'il faut défendre à tout prix, est complètement indépendante des droits de l'homme. Ils n'en ont rien à foutre. Donc, je termine sur le récit parallèle. Construisez votre propre récit, votre propre imaginaire du futur. Ça implique de se reposer des questions sur pourquoi on fait les choses, les valeurs qui sont derrière ça. C'est quoi les règles qu'on met en place entre nous pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une multitude de projets qui puissent émerger au niveau local. C'est quoi les savoir-faire dont on a besoin, les ressources dont on a besoin. L'éducation, changer à la base l'éducation. C'est quoi la nouvelle vision du monde qu'il faut mettre dans la tête de nos jeunes pousses, mais aussi des plus vieilles. Et puis, c'est quoi les héros? Qui dit une nouvelle culture, parce qu'il s'agit bien de ça, dit créer de nouveaux héros, de nouveaux champions, vous appelez ça comme vous voulez, des gens qui incarnent et quelque chose de différent que ce monde à la con, et qui sont inspirants. Et les mettre en avant. C'est eux il y a un effet d'entraînement ensuite, si les héros sont bien choisis, il y a un effet d'entraînement possible ailleurs, dans d'autres territoires, etc. Et c'est une œuvre collective, c'est une œuvre qui
vraiment engage notre responsabilité individuelle et collective. Quand vous faites quelque chose, donc, ne le faites pas que pour vous, faites-le avec, dès que c'est possible, plus. Vous produisez plus. Comme ça, s'il y a d'autres gens qui viennent, vous pouvez ne serait-ce que temporairement les accueillir. Vous avez, et ça se frite pas tout de suite, ça ne part pas en conflit tout de suite. Vous pouvez produire plus, mais il faut que ce soit transformable. S'il y a des gens qui viennent, qui puissent avoir quelque chose à faire, leur donner quelque chose à faire. Qu'il y ait un réseau au niveau territorial. Et je pensais justement de finir sur le fait qu'il y a un projet de PNR, là, de parc naturel régional, qui est en cours. Moi, je n'ai pas mon avis sur ce projet parce que je ne le connais pas. Donc, mais je dirais simplement que d'une manière générale, je sais que les parcs naturels régionaux ont dans leur cahier des charges l'importance de mettre en place des expérimentations sur des choses nouvelles. Et je pense que ça peut donc être une opportunité pour vous de proposer plein de choses, plein d'expérimentations collectives dans le cadre de ce parc. Merci, bon courage.